L'écrivain et polémiste Jean-Éder Nallier est mort aujourd'hui à l'âge de 60 ans. Le train rapide Milan-Rome déraille, 8 morts et plusieurs dizaines de blessés. Vendée Globe, dernière chance de retrouver le Canadien Guéry Rouff, une photo prise par satellite. Après la vague de froid, le retour du soleil, on s'est baigné aujourd'hui à Nice. Madame, monsieur, bonsoir. L'écrivain et polémiste Jean-Éder Nallier est mort aujourd'hui à l'âge de 60 ans, victime d'une congestion cérébrale alors qu'il effectuait une promenade à vélo dans les rues de Deauville où il passait le week-end. La personnalité de Jean-Éder Nallier était faite d'excès, de provocation, pamphlétaire de talent. Sa plume ressemblait souvent à un coup de sabre. On se souvient de ses combats contre Bernard Tapie ou encore François Mitterrand. Fils d'un général, il choisissait toujours ses adversaires au sommet de leur gloire, ce qui témoigne d'un certain courage. En revanche, ses adversaires diront de lui qu'il avait une tendance certaine à l'affabulation, à la mythomanie et au délire de la persécution. Bref, quoi qu'on en pense, le personnage ne laissait pas indifférent. Thierry Hay, Valérie Fognon. Lui, qui a été le trublion de la vie parisienne mondaine et politique, est mort ce matin dans une rue vide et banale de Deauville. 9 h, il quitte le Palace Le Normandie pour une promenade à vélo. Hémorragie cérébrale, crise cardiaque, il avait 60 ans. Une mort discrète pour un homme qui a toujours pris soin de ne jamais l'être. C'est ici, à la closerie des Lilas, que Jean-Éder Nallier aimait tester sa popularité et distiller son venin. C'est là qu'il avait ses habitudes. Il arrivait toujours à l'improviste, il lui fallait toujours sa table qui est ici au bar. Et puis c'était tout de suite le Saint-Émilion Grand Cru et le cigare, le Partegas, et puis voilà, et le steak tartare de la closerie. Avec ses allures de dandy à côté de la place d'Hemingway ou de la table d'André Breton, avec quelques amis dont Étienne Rodagil, il évoque souvent ses livres et ses combats contre les puissants. On ne devient géant qu'en se choisissant des adversaires géants. Sinon... Ce fils de général avait une obsession, être reconnu par l'histoire. Et il est prêt à tous les engagements pour cela. À droite, avec Jacques Chirac, lors des dernières présidentielles. À gauche, maoïste en 70, mitterrandiste en 81. Déçu de ne pas avoir été nommé l'artiste officiel du pouvoir socialiste, il voue une véritable haine à François Mitterrand, gêne la présidence et déverse son fiel dans un brûlot, l'honneur perdu de François Mitterrand. 600 manuscrits que j'explique que Tonton et Mazarine avaient été parus à l'époque où il le faisait, il n'y aurait pas eu de deuxième septennat, c'est sûr, parce qu'il révélait la vie privée, c'est le premier qui a révélé Mazarine, Anne Pinjot et tout le reste. Et cela lui vaut d'être mis sur écoute. Provocateur, agitateur, comédien et toujours metteur en scène, en 82, il organise son propre enlèvement. Je suis très fatigué. Au revoir. Il fonde l'Idiot International et va jusqu'à publier le casier judiciaire de Bernard Tapie. Il perd son appartement dans le procès qui suit. Ses frasques les plus spectaculaires, il les réserve à la télévision. Match de boxe en direct avec François Chalais qu'il traite de collaborateur. Contre la guerre du Golfe, pour Castro, pour Rushdie, contre tout. Je réponds paix, paix, armée, la guerre à la guerre. Une obsession, la mort. Un seul vrai souci, vivre en héros. Si j'écris, c'est tout simplement pour ne pas mourir. Si j'écris, c'est pour revenir sans cesse d'une manière surprenante dans un monde où, ma foi, eh bien, il n'y a plus que des survivants, des morts vivants ou des revenants. Tant d'agitation pourrait faire oublier le principal. Un formidable écrivain dont le style était si pur qu'il rappelait Chateaubriand. En 1960, il fonde avec Philippe Solers la revue Telle Quelle. Il publiera plus de 10 livres. Le premier qui dort réveille l'autre. Son talent littéraire est incontestable, sa plume, un sabre. Parfois, je l'engueulais au téléphone en disant « Mais t'as pas le droit d'écrire des saloperies pareilles sur des gens que j'estimais. » Et puis, ça le faisait rire. Et puis après, il sortait un article dont on disait « C'est juste, oui, c'est bien ce qu'il vient de dire, il avait du courage. » Présentateur de télévision, il jette les livres et les idées. Il perd la vue, ce qui l'empêche d'écrire, mais pas de peindre. Un paradoxe de plus. Il la retrouve à Lourdes. Jean-Éder Nallier n'a jamais rien voulu ni pu faire comme tout le monde. Jean-Éder Nallier est donc mort ce matin à Deauville et son corps a été rapatrié dès cet après-midi à son domicile parisien où l'attendait sa famille. Dorothée Lyrique, Roger Motte. Et puis il est mort comme il aurait aimé, c'est-à-dire sur un vélo. Il passait son temps à se faire des idoles. Il admirait beaucoup plus Montes, Fausto Coppi que tous les intellectuels du coin. C'est mon frère, je l'aime et je suis bouleversé. Et je vous en prie, ne faites pas de polémique sur son nom. C'était un homme estimable, c'était un homme bien. Merci. Jean-Éder Nallier est parti comme il a vécu dans une ultime provocation.
La mort l'a fauché, il était à vélo à Deauville un dimanche d'hiver ensoleillé. Son frère, ses proches, ne réalisent toujours pas ce terrible coup du destin. En un jour, ils sont devenus orphelins d'un homme qu'ils admiraient passionnément. Dans son appartement parisien, ils sont ensemble depuis ce matin. Ils parlent de Jean Hederne, pas de l'homme public. Ils parlent de l'écrivain, pas du pamphlétaire. Ils parlent de quelqu'un qui aimait la vie à la folie. Quels sont les moments forts qui vous reviennent, les moments que vous avez partagés? Est-ce que ce sont des moments durs? Le moment fort, c'est les colères de Jean Hederne et suivi immédiatement de sa peine et de son affection. Humainement, c'était un enfant, c'était quelqu'un qui aimait blaguer, qui aimait plaisanter, qui aimait les femmes, qui aimait les grands restaurants, qui aimait la compagnie. Il aimait toujours être entouré et de parler de Jean Hederne. Alors, est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Allô? Oui? Ok, merci. Merci. Laurent, le corps est en bas. Ça, le corps est en bas. Le corps de Jean Hedernalier repose ce soir dans cet appartement. Pour l'éternité, il a retrouvé son visage d'enfant, non plus terrible mais paisible. Derrière lui, il laisse un vide immense, mais l'écrivain, lui, a gagné aujourd'hui une place dans l'histoire. Témoignage de Jacques Chirac, le président de la République, qui dit à propos de Jean Hedernalier, c'était un écrivain talentueux et un redoutable polémiste. 8 morts, plusieurs dizaines de blessés. Le train à grande vitesse Milan-Rome a déraillé aujourd'hui en début d'après-midi. 5 wagons se sont couchés sur le ballast et les sauveteurs ont dû découper les tôles au chalumeau pour dégager certaines victimes. Rome, notre correspondant Alain Chalon. À 13h35, le Pendolino Milan-Rome 94-15, un train pendulaire, entre en gare de Plaisance à 57 km de Milan. Il allait très vite, racontent tous les témoins, et tout d'un coup, il est sorti de ses rails. Les 5 wagons de tête se sont couchés sur le ballast, un choc effroyable, selon un des passagers du wagon-restaurant qui, lui, est resté debout. Le train s'est déporté fortement sur la droite. Et si vous regardez bien, je crois qu'on s'est éloigné beaucoup de la voie sur laquelle nous roulions. Nous nous sommes déportés de 50 ou 60 mètres. Les secours sont arrivés presque aussitôt. Mais de cet enchevêtrement de ferraille, ils n'ont pu que retirer 8 morts, les 2 conducteurs et 6 passagers. 25 autres personnes ont été transportées à l'hôpital. La sécurité civile estime que ce bilan est maintenant définitif. Par chance, c'était l'heure du déjeuner. Le wagon-restaurant était plein. Ainsi, l'ancien président de la République italienne, Francesco Cossiga, déjeunait-il. Il est indemne, mais choqué. Ces 2 gardes du corps restés dans son compartiment sont morts. 157 passagers avaient réservé, mais d'autres avaient pu prendre place dans le train au dernier moment. Alors, à la gare de Rome, où le quai numéro 6 est resté désespérément vide, on croisait des visages angoissés. Trop tôt, bien entendu, pour dire quelle est la cause de cet accident. Mais tous les témoins affirment que le train allait très vite. Les trains pendulaires, dans les courbes, se couchent un peu comme une moto. Cela leur permet de gagner de la vitesse, mais pas de passer les courbes à n'importe quelle vitesse. Alors, le machiniste allait-il trop vite? L'enquête l'établira, mais c'est ce soir l'hypothèse la plus souvent retenue. Course à la voile du Vendée Globe. La dernière chance de repérer et de retrouver le concurrent canadien Gary Roof est une photo prise par un satellite de la région où il a été aperçu pour la dernière fois. La photo a été prise aujourd'hui. Les chances sont minces, mais les organisateurs de la course s'y accrochent. Christelle Bertrand. Le devoir accompli, la frégate Adélaïde vogue maintenant vers l'Australie. À bord, pour Tony Bullimore, Thierry Dubois et tout l'équipage, l'heure est au recueillement. Fatigués, les 2 hommes portent sur leur visage les marques laissées par le froid. Quelques instants plus tôt, en compagnie du capitaine, Thierry Dubois venait de visionner la cassette de son sauvetage. J'ai vu mes 2 canots de sauvetage et je me suis rendu compte à quel point ils étaient petits. Pour Jerry Roof, les recherches continuent. Depuis 6 jours, le Canadien est coupé du monde. Il n'émet plus de signal Argos, radio et téléx sont muets. La tempête sur la zone de recherche a contraint tous les bateaux à rebrousser chemin. À Etel, dans le Morbihan, le Cross est chargé du sauvetage en mer et de la circulation des navires. Dernier bateau contacté, un cargo indien.
Son arrivée est prévue dans 48 heures. Mais pendant ce temps-là, la superficie des recherches double tous les jours. Il faudrait 1 mois de navigation à un cargo pour couvrir ce carré de 250 km de côté. Alors, c'est de l'espace qu'on tente de retrouver Jerry Roof. Un satellite canadien a déjà survolé l'immense zone, mais voilà, le satellite ne peut balayer qu'un carré de 50 km de côté. Les données ne seront de toute façon exploitables que demain. Du côté des secours, plus les jours passent et plus l'inquiétude grandit. Mais dans le doute, il reste un espoir, voir Jerry Roof passer le Cap Horn. Ces derniers jours, nous avons évoqué ici même ce rapport de 2 médecins français sur le nombre anormal de leucémie chez les enfants qui habitent la région de La Hague dans la Manche, où est installée une usine de retraitement des déchets nucléaires qui travaille pour le monde entier. Aujourd'hui dimanche, ce rapport faisait l'objet de toutes les conversations dans la ville, d'autant plus qu'un transport de déchets retraités va partir en direction du Japon demain matin à l'aube du port de Cherbourg. Anne Poncinet, Emmanuel Beck. La saison n'est pas aux baignades sur les plages du Nord-Cotentin, mais l'étude publiée la semaine dernière n'a pas laissé indifférents les habitants de la région de La Hague. Pour autant, pas de panique, ce jeune couple s'est installé ici il y a 1 an et n'envisage pas de revenir sur ce choix. Nous on vivait à Paris avant, donc on était sans cesse confrontés à la pollution, donc au niveau santé c'était pas non plus l'idéal. Donc ici il y a peut-être un risque, mais en tous les cas, si vraiment le risque était si grand que ça, je pense qu'il y aurait des choses de faites et donc on ne serait pas laissé comme ça contaminé entre guillemets. L'usine de la Cogema inquiète, mais elle fait aussi travailler beaucoup de monde dans la région. D'informations catastrophiques en démentis officiels, les habitants sont devenus prudents. Cette dernière étude a le mérite d'avoir conduit le ministre de l'Environnement à demander d'autres enquêtes complémentaires. Je pense que c'est absolument indispensable, c'est nécessaire. C'est grand temps de faire d'autres recherches. Mais ces informations font du tort à la commune. On a eu des histoires comme ça l'année dernière et les gens se sont désistés en quantité au mois de juillet et d'août. Des études complémentaires, les écologistes sont d'accord, mais avec des garanties d'indépendance. Il faut que les contrôles puissent être indépendants, financièrement et techniquement de la Cogema. Parce qu'en France, on trouve trop souvent les mêmes à contrôler et à faire les choses. C'est inacceptable en démocratie. À Cherbourg, c'est sous haute surveillance que la Cogema s'apprête à renvoyer au Japon les 40 fûts de déchets nucléaires retraités à La Hague. En début de soirée, Greenpeace a manifesté une fois encore son opposition systématique à toute forme de retraitement des déchets nucléaires. Fin de la cavale pour le dernier complice d'une bande de 3 malfaiteurs qui avaient braqué une banque jeudi dernier à Vittel. Réfugié dans les Vosges, traqué pendant 48 heures par d'importantes forces de gendarmerie, le dernier homme du trio a été arrêté la nuit dernière, sans résistance, caché derrière une haie. Transi de froid, il a dû être hospitalisé. Les tentatives de tour du monde en ballon se succèdent sans succès. Après le célèbre PDG de Virgin, Richard Branson, qui a atterri en catastrophe en Algérie, un équipage belgo-suisse a dû amérir, lui, au large de Montpellier, quelques heures à peine après son départ de Suisse. Valérie Gaget, Karine Comasi. Le tour du monde en ballon s'est arrêté bien vite, en Méditerranée, à une trentaine de kilomètres au sud de Montpellier. Victime d'une avarie 5 heures seulement après leur décollage, le Suisse Bertrand Piccard et son équipier belge ont dû amérir de toute urgence. Des vapeurs de kérosène se dégageaient dans leur cabine pressurisée. La vedette des douanes, qui les a très vite repêchés, tracte leurs nacelles équipées de matériel de pointe. Le ballon, lui, est parti à la dérive. Sain et sauf, l'équipage est attendu ce soir à la Grande Motte. Le ballon avait pourtant décollé sans encombre ce matin de la station du Château d'Aix, dans les Alpes suisses. Haut comme un immeuble de 15 étages, il devait faire le tour du monde en 3 semaines grâce aux jet streams, de puissants courants qui soufflent à plus de 200 km/h tout autour du globe. En moins d'une semaine, c'est la deuxième tentative de tour du monde sans escale qui tombe à l'eau. Mercredi déjà, le milliardaire anglais Richard Branson, parti la veille de Marrakech, avait été contraint d'atterrir de toute urgence en Algérie. Une 3e tentative est prévue très bientôt. Cette fois-ci, l'équipage américain partira du Missouri. À propos d'environnement, le reproche que l'on pouvait faire jusqu'à présent aux autoroutes était de traverser la France de part en part sans réellement se préoccuper de ce qui pouvait exister de part et d'autre du bitume et de l'environnement. Donc, ce défaut a été
corrigé à l'occasion de la construction du premier tronçon de l'autoroute A85 qui doit relier Angers à Lyon. Les promoteurs ont tenu absolument à respecter tout ce qui existait et vivait avant la construction de l'autoroute. Reportage Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Je suis un peu perdue, hein. Pour aller à Baugé. Période de rodage pour les usagers de l'autoroute A85. Elle n'est ouverte que depuis quelques jours et la géographie n'est pas encore bien assimilée. Période de test également, l'autoroute est gratuite jusqu'à la fin du mois, alors on en profite. Moi je prends jamais l'autoroute, moi je la prends parce qu'elle est gratuite, c'est tout. Sinon je prends jamais l'autoroute. Je suis en train de faire toutes les routes pour voir laquelle est la plus rapide au niveau de temps. Et si c'est plus rapide, vous prendrez l'autoroute? Bah peut-être, si vraiment c'est intéressant, oui. Donc je vais voir. Car avec 3 sorties sur 40 km, l'A85 s'adresse aussi à la population locale. Désormais, une autoroute n'est plus un long ruban de bitume que l'on subit. Il est clair que l'autoroute A85 n'a pas été construite pour relier Paris à quelques villes que ce soit. C'est une desserte régionale. Avec 39 ponts pour 40 km, on a cherché à interrompre le moins possible les voies de communication existantes. Même les animaux, du gros gibier au batracien, peuvent franchir l'autoroute. Bref, l'A85 se fait discrète en s'intégrant au mieux au paysage. C'est bien, en plus le paysage est très joli. On traverse des bois, c'est très agréable. À terme, l'autoroute reliera Angers à Lyon. Mais la première liaison transversale entre l'Atlantique et les Alpes ne verra le jour qu'au début du XXIe siècle. L'actualité internationale maintenant. Les manifestations se poursuivent dans les rues de Sofia, la capitale de la Bulgarie. Le chef de l'État, le président du Parlement sont désormais favorables à des élections anticipées réclamées par les manifestants qui reprochent aux ex-communistes qui sont toujours au pouvoir d'avoir en quelque sorte plongé le pays dans une crise économique sans précédent. Didier Pellebeau. Cet après-midi, les forces de l'ordre bulgares ont remisé leurs longues matraques, leurs casques et leurs boucliers. C'est que le vent politique a tourné à Sofia. L'homme du moment, celui que les manifestants acclament, c'est Petar Stoyanov. Cet avocat de 44 ans a été élu à la présidence en novembre dernier, avec 60% des voix. Il entrera en fonction dans 10 jours. Il n'a pas le pouvoir légal d'imposer des élections anticipées, il faut l'accord de tous les partis, mais le président du Parlement vient lui aussi de se prononcer pour la dissolution. Si Stoyanov a le soutien de la rue depuis le début des manifestations, c'est qu'il se présente comme l'avocat des nouveaux pauvres et l'adversaire numéro 1 des ex-communistes. La moitié des Bulgares vivent sous le seuil de pauvreté. Les retraités en sont réduits à faire les poubelles, plus de 300% d'inflation, un salaire moyen de 150 francs par mois payé dans une monnaie dévaluée de 560% en un an. Avec ce bilan, les ex-communistes ont prouvé qu'ils n'avaient pas réussi leur conversion et qu'ils étaient incapables de gérer. Demain, le conflit marquera une nouvelle étape. Les syndicats se sont ralliés à l'opposition et ont lancé un mot d'ordre de grève générale. Le roi Hussein de Jordanie est arrivé cet après-midi en territoire palestinien à Gaza, accueilli par Yasser Arafat. Il va dès ce soir rencontrer avec lui le Premier ministre israélien. Les 3 hommes vont essayer ensemble de débloquer enfin les négociations sur le retrait israélien de la ville d'Hébron qui sont dans l'impasse depuis plusieurs mois maintenant. En France, interrogé par nos confrères d'Europe 1, Raymond Barre, ancien Premier ministre, se déclare opposé à la revendication de la retraite à 55 ans sollicitée par les syndicats. Il reprend ainsi les arguments du président de la République, Jacques Chirac, hier soir, qui estimait que l'on ne peut pas diminuer le nombre d'actifs dans la situation économique actuelle. À propos de la lutte contre le chômage, la Hollande reçoit en ce moment la visite de nombreux responsables européens qui veulent comprendre le miracle hollandais entre guillemets. Un voisin de 15 millions d'habitants qui en quelques années a ramené son pourcentage de chômeurs de 12 à 7% de la population active. Le traitement consiste en une rigueur budgétaire acceptée, la limitation des salaires et le développement du travail partiel. Reportage Frédéric Crotta, Bernie Mériot. Il est le parfait exemple de la réussite économique hollandaise. Cet ancien architecte de 35 ans s'est reconverti dans une spécialité locale, l'import-export. Il achète aux États-Unis des accessoires de loisirs pour les revendre dans toute l'Europe. Et ça marche. Paul n'a pas voulu nous dire son salaire, mais la maison cossue de 3 étages qu'il habite avec sa femme médecin et ses 2 enfants témoigne d'un fort niveau de vie.
Pour lui, la bonne santé de ses affaires et de celle du pays s'explique par une monnaie forte, mais aussi par une ouverture extraordinaire sur l'extérieur, étonnante pour un petit pays de 15 millions d'habitants. Vous, les Français, vous avez comparativement à nous un champ d'action beaucoup plus réduit. Nous sommes petits et quand on veut monter une affaire, on est forcé de travailler avec l'étranger. Rotterdam, premier port mondial, est le symbole de cette ouverture. Mais si les Pays-Bas se portent mieux que leurs voisins européens, c'est grâce à une politique de rigueur engagée il y a quelques années. Certains services publics, comme le train ou la poste, ont été partiellement privatisés. Mais surtout, le gouvernement dirigé par un ancien syndicaliste bénéficie d'un consensus à faire pâlir nombre de dirigeants occidentaux. Employeurs et syndicats sont tombés d'accord sur une limitation de la progression des salaires, mais aussi sur une réduction du temps de travail à 37 heures, et puis sur une extension des heures d'ouverture des entreprises. Résultat, 110 000 emplois créés l'an passé, 100 000 de plus attendus cette année. Pour les cadres notamment, le marché de l'emploi, c'est un vrai bonheur. Beaucoup de gens recrutent et lorsqu'on a une possibilité d'embauche, eh bien on est obligé de se plier aux lois du marché, c'est-à-dire le cadre qu'on embauche n'accepte pas pour argent comptant la proposition qu'on lui fait. C'est-à-dire qu'un cadre en fait a plutôt tendance à choisir son emploi ? Oui, un cadre qui actuellement n'est pas satisfait d'un employeur peut aller sur le marché et trouve. Une forme de chômage déguisé existe cependant. Les femmes avec enfants en bas âge ne travaillent pas. De plus, 900 000 personnes bénéficient de pensions d'incapacité de travail. Et quand on vient de ces ghettos pour immigrer dans la banlieue d'Amsterdam, pas facile d'avoir une part du gâteau. En France, bientôt, la vague de froid ne sera plus heureusement qu'un mauvais souvenir. Des températures moins polaires et du soleil reviennent demain sur toute la France, demain après-midi. Et dès aujourd'hui, pour vous faire rêver un peu, eh bien, on pouvait se baigner sur la Côte d'Azur. Olivier Théron, Jean-Paul Birlin. C'est sûr, on est mieux ici qu'à Paris. 28 degrés en plein soleil, la mer, la montagne enneigée derrière. La Côte d'Azur est redevenue la Côte d'Azur. Bébé et maman sont en pique-nique au bord de l'eau. Heureusement qu'il fait beau parce que 2 mois de mauvais temps, c'est désespérant. Ouais, c'est super, hein, quand il fait pas beau ici, hein, c'est pire qu'ailleurs. Hein? Là, on en profite. Côté plage, plus la peine de partir à Maurice. À Juan-les-Pins, il y a tout ce qu'il faut. Comme en saison, il faut attendre son tour en se prélassant sur les transats. Les plagistes, eux, renaissent. On a eu 2 mois et demi de mauvais temps, pluie, grêle, neige, un peu tout. Et là, les gens revivent, ressortent. C'est un peu comme le printemps, quoi, voilà. Mais passons plutôt aux choses sérieuses. Les parties de pétanque, interrompues pour cause de mauvais temps, ont pu reprendre. Le terrain, bien sûr, reste lourd, mais praticable. Pas les trempés, mais un peu mouillé. Alors, dis-nous mieux, je dis les impôts molles, les impôts à... c'est un gang. Automatiquement, on rentre dans la fangue. Après le concours de boules, concours de visons sur la Croisette, aussi animé qu'en période de festival. On y vient en famille prendre le soleil, regarder la mer pendant que les enfants jouent. Certains travaillent, mais le bronzage uniquement. Le plus beau de l'histoire, c'est qu'en plus, le soleil devrait briller toute la semaine. À l'autre bout de la France maintenant, avec un tout autre accent, dans les Vosges, on est encore loin de la baignade, loin de là même. Les amateurs de sport d'hiver qui veulent découvrir de nouvelles sensations s'initient là-bas à la balade en raquette. Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. Quand la vallée dort encore, sous une épaisse couche de nuages, au fin fond de la forêt vosgienne, c'est déjà l'heure de prendre son pied. Mais pour atteindre les cieux, il faut d'abord peiner, marcher 2 heures en raquette dans 20 cm de poudreuse avant la récompense. Donc on aperçoit hein, juste en face, vous voyez les dents dans la brume, un petit peu, mais on les aperçoit bien. Elles sont les Alpes, hein, toute la chaîne des Alpes. C'est magnifique, on peut pas. C'est super ça. C'est super. Hein. En raquette, on prend le temps de s'arrêter et puis de discuter un petit peu sur tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est végétation et traces, quoi, traces d'animaux. On a des superbes traces de lièvre. Alors vous voyez les traces de lièvre,
elles sont toujours faites avec une trace là, une trace derrière et les deux traces qui sont parallèles. Là, c'est des amadous. Et ça pousse sur les arbres morts. Vous voyez, l'arbre, il n'a plus rien. Il est tout sec. Hein. Et quand il n'y a plus rien à regarder, il faut bien se résoudre à rentrer vers le gîte. Chaque dimanche, ils sont d'ailleurs plus nombreux à trouver l'un des chemins perdus qui les emmène vers la chaleur des fermes auberges vosgiennes. Toute la convivialité d'un refuge, normalement inaccessible, c'est bien le privilège des randonneurs en raquettes qui commencent sérieusement à faire des adeptes. Le sport maintenant avec un Français champion du monde de boxe aux États-Unis dans la catégorie des super légers. Le Français d'origine marocaine, Khalid Raïliou, a battu hier soir le tenant du titre, Frankie Randall. Le héros du jour a une idole, le grand Marcel Cerdan. François Brabant. Il y en a qui se prennent pour Napoléon, lui, c'est pour Marcel Cerdan. Faut dire que Khalid Raïliou a de bonnes raisons de se trouver des ressemblances avec son idole. Comme Cerdan, il est un boxeur de talent. Comme Cerdan, c'est contre un Américain en Amérique qu'il doit aller chercher la gloire. En face de lui, beaucoup moins romantique, Frankie Randall, le chirurgien, est sûr d'envoyer le Français aux urgences. Mais ce samedi soir, Raïliou n'a pas choisi cette chanson d'Edith Piaf pour rien. À la 8e reprise, il donne une première fois son interprétation toute personnelle de l'hymne à l'amour. Uppercut du droit suivi d'une bonne série de directs des deux mains, Randall semble épuisé, le combat vient de basculer. Louis Acariès, l'entraîneur, et tout le coin français commencent vraiment à y croire. Tu l'as mis KO debout. Come on baby, let's go. C'est bien, la vitesse, tu vas y mettre dans la gueule, mon la vitesse, il tient pas. Il tient pas, voilà, il tient pas. Il est mort. T'écoutes ce qu'on te dit? Bon, tu es bien réveillé? Parfaitement bien réveillé, oui, suffisamment pour pousser une dernière fois l'Américain dans les cordes. C'est la 11e reprise et l'arbitre arrête le combat avant qu'il ne soit trop tard pour Frankie Randall. À Nashville, Tennessee, le petit gars de Conflans-Sainte-Honorine, fils d'immigrés marocains, devient le 24e champion du monde français de boxe, catégorie super léger. C'est pas encore Cerdan, mais maintenant, on peut au moins l'appeler Milord. Retour en France avec une survivance d'un privilège accordé par Napoléon Ier à certains particuliers. Les bouilleurs de cru sont actuellement en pleine effervescence. Ils distillent l'eau de vie en Normandie, en Bourgogne, en Champagne et dans les Ardennes. Une tradition en voie de disparition dans la mesure où ce privilège n'est plus transmissible. La loi l'interdit depuis 1960. Valérie Gaget, Pascal Stelletta. Vas-y comme ça, tout droit. C'est pas grave. La marche arrière est un peu alambiquée, mais l'eau de vie n'y est encore pour rien. Même si le conducteur s'appelle Monsieur Canon. Il vient à l'alambic faire distiller les fruits de sa récolte, qu'il laisse fermenter plusieurs mois dans ses fûts. Cette année, c'est pas merveilleux, c'est pas terrible. Mais j'ai vu des années comme 76, 59, 47, des années exceptionnelles. Poires, prunes, cerises, marc de raisin, Patrice le distillateur envoie des vertes et des bien mûres. Voilà 10 ans qu'il sillonne l'Aisne et les Ardennes avec sa cabane ambulante. De pays en pays, pendant 9 mois, il offre le savoir-faire incomparable de 2 alambics en cuivre datant de 1926. Il est le dernier bouilleur de la région à travailler encore à l'ancienne. La vapeur d'alcool est plus légère que l'eau. Elle est chauffée par le bain-marie. Elle s'évapore tout doucement. Elle passe dans le col de cygne, colonne de rectification. La vapeur d'alcool est dans un système de serpentin. On y envoie de l'eau froide. On y ressort de l'eau chaude, bien entendu. Mais ça permet de concentrer l'alcool. Vous la tirez plus fort en degrés. Le premier filet qui coule du serpentin avoisine souvent les 70 degrés. Le pourcentage d'alcool décroît ensuite pour donner en moyenne une gnôle à 50 degrés. Seuls les anciens bénéficient encore du privilège des bouilleurs de cru, le droit de distiller 20 litres d'eau de vie sans payer de taxes à l'État. Les plus jeunes ont au moins 65 ans. Alors à l'allure que ça va, comme c'est pas transmissible de père en fils, avant c'y était, là actuellement encore une dizaine d'années et puis on ne pourra plus se permettre de se déplacer. À la tombée de la nuit, l'alambic devient café du commerce. On vient goûter la goutte fabriquée dans la journée et se battre en parole contre l'abolition des privilèges. On n'oserait pas le boire, tel qu'on le regarde là,
on resterait à l'admirer. Hein. Le dégagement des bulles. Vous ne voyez pas le dégagement des bulles. C'est merveilleux. Ce n'est pas une source d'alcoolémie. Ce n'est pas une source d'alcoolisation pour la communauté. C'est terminé ça. Les jeunes en boivent beaucoup moins. Les vieux resteront donc bien seuls à défendre le bon torboyau des familles. Même si, comme disait un tonton flingueur, il n'y a pas à dire, c'est du brutal. La prochaine fois, je prends un bol. Il y a de la pomme. À consommer avec modération, bien entendu. À l'espace Eiffel à Paris se tient actuellement la biennale des éditeurs de la décoration. En effet, puisqu'ils impriment des tissus, eh bien, les fabricants sont appelés éditeurs. Et ils présentent cette année des couleurs et des imprimés d'une très grande élégance. Agnès Grossman, Jacques Gérard. Un tableau très coloré pour une ambiance très cosy. Les tissus 97 sont joyeux. Joueurs avec beaucoup d'effets de matière, moqueurs en mariant les couleurs, solides en lin et coton, raffinés en velours, soie, taffetas, aérien, tout voile dehors. Il y en a pour tous les goûts. Fabuleux, madame. C'est ce que je cherche depuis des années. C'est somptueux. Les gens s'intéressent énormément à leur intérieur, font beaucoup plus attention à leur décoration et nous avons voulu créer une collection intemporelle, abordable, très colorée et très variée. Les tissus 97 sont osés mais juste assez pour amuser sans lasser une clientèle avisée. Je pense que le consommateur a besoin de se rendre compte qu'il a une chose bien dessinée, authentique et une honnêteté dans le produit qui lui est présenté. La France est leader mondial de la création textile, mais le marché hexagonal est en crise. Et depuis 5 ans, les éditeurs cherchent surtout à compenser. Le phénomène marquant, c'est d'abord une certaine faiblesse du marché français, compensée largement par une exportation d'abord en Europe et ensuite en grande exportation, c'est-à-dire hors d'Europe. Vendue à plus de 40% à l'étranger, la création française garde néanmoins son identité puisque c'est ce qui plaît. En tout cas, bonne nouvelle, à la Biennale 97, les acheteurs semblent moins frileux, les affaires reprennent. À 2 heures de Pékin, des images inattendues. Et il fait encore très froid là-bas en ce moment et on peut y organiser tranquillement un concours de sculpture dans la glace, des œuvres splendides, vous le voyez, qui avaient pour thème cette année le style Hong Kong, la colonie britannique qui doit, au mois de mai, revenir sous la coupe du régime de Pékin. Toutes les sculptures sont illuminées. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, des températures plus douces qu'en Chine et du soleil demain pour l'après-midi. 20h50, trop belle pour toi avec Carole Bouquet et Gérard Depardieu, que nous recevrons d'ailleurs samedi prochain ici même. Minuit, l'édition avec Florence Dauchet. Demain, 7h, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Michel Lucas, le président de l'ARC. Thème, les hormones de croissance. 13h, Patrick Chêne. Et ici même demain soir, vous retrouverez Bruno Mazur. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.